Découvrons ensemble aujourd'hui les personnages. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo présentation des règles d'Artefact encore. Aujourd'hui nous allons découvrir les personnages et notamment 4 personnages. Le premier étant le marchand, et sans le marchand vous ne pouvez pas utiliser les autres personnages, l'ingénieur, le terraformeur et l'astrologue. On commence sans plus attendre avec le marchand. Le marchand est une action que vous ajoutez, comme d'habitude, parmi le lot d'actions. Avec le marchand, vous ajoutez une ressource supplémentaire, qui sont des pièces. Ici, pour l'exemple, je vais utiliser des pièces en métal de chez Lucky Duck, merci à eux, car c'est un prototype, mais évidemment, vous aurez des pièces spécifiques, de valeur 1, 5 et 10. Chaque joueur prend au début d'une partie 10 pièces en monnaie, et on va mettre dès le départ des éléments sur le plateau marchand, et c'est le premier joueur dans l'ordre hiérarchique qui va le faire. Il va balancer 3 dés, et ces 3 dés, il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Un dé va servir à savoir quel élément il va ajouter sur le plateau marchand, un autre dé l'abscisse, un autre dé l'ordonnée. Il va par exemple choisir le 1, et donc un coefficient de célérité, qu'il va ajouter en 3, 4, à savoir abscisse 3, coordonnée 4. Et il va répéter cette opération pour faire apparaître d'autres éléments sur le plateau marchand. Et on fera ça à chaque phase de gestion. Ensuite, on va faire le fameux jet de dés pour choisir alpha et bêta. On reste dans les mêmes exemples que la vidéo précédente, alpha 1, bêta 3, et on va regarder la réglette du plateau marchand. Cette réglette a quelques indications. Les gros chiffres définissent le prix des éléments qui sont placés sur le plateau. Par exemple, cette géode coûte 2 pièces et ce coefficient coûte 3 pièces. Et au-dessus, on a des alpha et bêta. Ça signifie qu'on va faire tourner la réglette du marchand d'un ou 2 crans. Si alpha est supérieur à bêta, d'un cran. Si alpha est inférieur à bêta, d'un cran aussi. Mais si alpha est égal à bêta, alors il se déplacera de 2 crans. Et donc ça fait changer la valeur des pièces dans le marché. Et vous voyez que si alpha est supérieur à bêta, vous voyez un +1, et inversement pour alpha inférieur à bêta, ça signifie que le prix des pièces va aussi varier avec un +1 ou un -1. Par exemple ici, alpha est inférieur à 3, on déplace la réglette d'un côté et la valeur des pièces est réduite de 1. Donc le coefficient de célérité qui coûtait 3, il aurait dû coûter 4. Ici, il est réduit de 1, donc il coûte 3. Lorsque vous faites une action de marchand avec un de vos jetons, vous allez payer votre gemme comme d'habitude et vous allez pouvoir effectuer 4 échanges commerciaux à l'intérieur. Première possibilité, acheter une pièce sur le plateau marchand. Vous devez penser à un nombre de pièces égal au coût de l'élément et vous récupérez cet élément sur votre plateau de réserve. Autre possibilité, vous pouvez vendre un de vos éléments et le mettre sur le plateau marchand. Vous pouvez le placer où vous voulez, mais comme au Sudoku, vous ne pouvez pas avoir le même élément sur la même ligne ou la même colonne. Et vous gagnez le nombre de sous correspondant à là où vous posez l'élément. Dernière possibilité, je peux acheter un élément de la réserve générale pour un coût de 10 pièces. Ou comme d'habitude, si alpha est supérieur à bêta, +1. Si alpha est inférieur à bêta, -1. Donc là, actuellement, ça me coûterait 9 pièces d'acheter n'importe quel élément de la réserve. C'est assez cher, quand même, faut le dire. Et donc, vous pouvez faire 4 échanges commerciaux parmi ces 3 possibilités. Acheter quelque chose dans la réserve générale pour un coût de 10 pièces ou plus ou moins, acheter un élément sur le plateau marchand ou vendre des éléments sur le plateau marchand. Rien de plus bête, le marchand, c'est simplement une manière de récupérer des éléments d'une manière un peu différente ou de gagner pas mal d'argent pour d'autres actions dont je vais vous parler juste après. Petite dernière chose, lors d'une fin de phase d'affrontement, tous les éléments qui sont au bord du plateau marchand sont retirés. Vous allez dire, de toute façon, après la phase d'affrontement, c'est fini. Sauf que si on fait plusieurs phases d'affrontement, eh bien, on va pouvoir retourner sur le plateau marchand et donc potentiellement le changement de pièce va tout changer. Voilà pour le marchand, je l'ai expliqué, ça servira pour les autres actions et donc on va passer au personnage suivant, qu'est l'ingénieur. Lorsque vous prenez l'ingénieur, vous la placez en nouvelle action et l'ingénieur, comme tous les autres personnages, ne peuvent pas exister sans le marchand, car c'est le marchand qui fait apparaître la monnaie dans le jeu. Donc sans monnaie, pas de possibilité de jouer avec d'autres personnages. L'ingénieur va ajouter ceci. Des technologies. Vous sentez un peu le truc venir ou pas? Et oui, des technologies, c'est simplement des éléments que vous allez pouvoir acheter lors de la phase de gestion qui ajouteront des capacités très particulières à votre machine. On va placer la pile de technologies à côté du plateau et on va en révéler 6. Les 8 technologies qui concernent des modules qui ne sont pas dans la partie actuelle sont mises face cachée dans la rivière et prennent du coup une place dans la rivière. Lorsqu'on fait une action d'ingénieur, on va pouvoir acheter une technologie. Comme d'habitude, on dépense notre gemme de
courant alchimique pour définir qu'on fait l'action, et on va dépenser une valeur de 10 pièces pour acquérir une technologie. Pour dire que j'ai acquis une technologie, je vais prendre un des cubes d'énergie de ma couleur et le placer sur la technologie que j'achète. Dans cette vidéo, c'est un prototype que je vous présente, donc les tuiles ne sont pas dans le design définitif, mais le design définitif ressemble plus à ça. Vous voyez qu'il y a différents éléments, notamment un chiffre, il s'agit de la technologie en question, il y en a un peu plus de 50, donc il y a une annexe qui définit ce que font chaque technologie, et vous voyez sur chaque bord potentiellement des couleurs, souvent bleues, mais parfois rouges. Lorsque j'acquiers une technologie, eh bien les autres joueurs peuvent aussi l'acquérir, c'est ça qui est cool. Le joueur rouge peut tout à fait décider d'acheter la même technologie que moi en dépensant les 10 pièces, et donc on bénéficiera tous les deux de ce bonus. Pour chaque nouvelle phase de gestion, on va écarter autant de tuiles technologies qui sont dans la rivière que le dé écarté au moment d'assigner alpha et bêta, vous savez. Les tuiles qu'on a achetées, elles, ne sont pas défaussées, elles sont juste mises de côté. On peut plus interagir avec, mais c'est pour dire qu'on les possède, qu'on les a acquises, et on remet 6 tuiles visibles dans la rivière. Les tuiles technologie ont parfois des améliorations. Les améliorations sont définies par ces barres bleues, et chaque amélioration fait un truc spécifique par technologie. Parfois, vous pouvez même avoir des technologies qui ont 3 améliorations. Ça semble assez dingue, ça semble assez compliqué. Ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas 10 000 technologies que vous allez voir dans une partie. Et vous avez l'annexe pour vous informer sur ce que font les améliorations et la technologie en elle-même. Une amélioration, ça va appuyer une technologie d'une manière ou d'une autre. Et ça, chaque technologie a ses améliorations spécifiques. Autre possibilité à voir ces traits rouges que vous voyez ici. Ça, c'est l'endroit où vous placerez des cubes pour les technologies qui ne sont pas permanentes. Les technologies permanentes ont un symbole infini, par contre il y en a certaines qui ont un chiffre. C'est le nombre maximal d'utilisation de cette technologie. Et donc vous pouvez ajouter des cubes pour récupérer des activations de cette technologie. Pour ce faire, vous allez dépenser 2 pièces. Donc pour acquérir la technologie, vous dépensez 10 pièces. Pour ajouter une activation sur ce genre de technologie, vous devez dépenser 2 pièces supplémentaires par activation supplémentaire que vous voulez payer, avec toujours un maximum par technologie. C'est le même paiement supplémentaire pour avoir une amélioration, c'est-à-dire 2 pièces pour récupérer une amélioration. Pareil, vous prenez un de vos cubes et vous le placez dans un angle d'amélioration. Les technologies, il y en a de toutes sortes. Il y a des technologies qui sont plus pour la phase d'affrontement, d'autres qui sont plus pour la phase de gestion. Vraiment, vous avez de quoi faire, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a une grosse possibilité finalement avec les technologies. Il y a des leurres, donc des hologrammes, il y a la possibilité de mettre 2D sur son cœur et donc de pouvoir donner de l'énergie autant orthogonalement que diagonalement. Il y a de quoi placer un jeton sur un de ses propres jetons d'activation alors que normalement c'est pas possible. Bref, plein de technologies en tout genre, vous avez vraiment de quoi faire et je trouve que c'est assez fabuleux tout ce qui est possible. Passons maintenant au personnage suivant. Pour continuer, nous avons le terraformeur. Comme d'habitude, on ajoute l'action à nos possibilités. Le terraformeur va ajouter ces tuiles-là, les tuiles de tourelle et les tuiles de balise. Le principe du terraformeur, c'est de pouvoir placer des tourelles ou des balises sur le plateau. Lorsque vous faites une action terraformeur, vous avez 3 possibilités. Avec tout le même coût, c'est-à-dire comme d'habitude, la gemme de courant alchimique pour faire votre action et la valeur alpha comme coût en pièces. Et maintenant, vous allez pouvoir construire des éléments sur le plateau. Parmi les tourelles, les balises, des murs et même des pièges. La différence, c'est que ces pièges seront à vous, donc ils ne vous toucheront pas. Vous pouvez invoquer où vous souhaitez sur le terrain une tourelle ou une balise en dépensant les ressources correspondantes. Les tourelles se placent avec un coefficient de célérité mêlé à une géode, donc il faut les avoir dans sa réserve pour pouvoir les dépenser. Les murs se placent en dépensant 2 blindages légers. Les pièges se placent en dépensant 2 canons. Par contre, eux ne peuvent pas être posés dans la zone de départ. Et les balises se placent à l'aide d'une aiguille de translation et d'une géode. Ça va définir donc le type de la tourelle ou de la balise. Ces différents éléments ont 25 points d'endurance, sauf les murs qui ont 15 points d'endurance, donc des points de vie quelque part. En plaçant cet élément et son type avec, vous y placez un cube de votre couleur qui définit qu'elle vous appartient. Et elles ont quelques spécificités, je vais commencer par les pièges car ils ont très peu de spécificités. Tout d'abord, si vous en êtes propriétaire, le piège ne vous touche pas, et lorsque vous tirez une des cartes balistiques, vous en tirez 2 et vous choisissez laquelle sera active. Donc ça permet de rendre les pièges un peu plus menaçants. Les tourelles et les balises, pour pouvoir les activer, c'est dans la phase d'affrontement que ça se passe. Le joueur propriétaire entre 2 actions va devoir dépenser un cube d'énergie sans dépenser d'action pour activer cette tourelle. Une tourelle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tire avec une portée illimitée dans les directions vers lesquelles elle pointe, soit orthogonale, soit diagonale, selon comment vous l'avez placée, et elle infligera aux artefacts sur le chemin du tir 3D plus les dégâts élémentaires doublés. Imaginons, je fais un lancer de dés, je me retrouve avec 6 plus 5
plus 2, ce qui nous donne 13, plus les dégâts élémentaires, donc imaginons je fais un plus 2, et ben je passe à plus 4. 13 plus 4, 17 points de dégâts, c'est pas mal. Donc les tourelles à placer de manière très stratégique et à activer au bon moment. Et le cube que vous avez placé pour activer la tourelle, il ne reviendra pas tant que vous n'avez pas récupéré vos cubes avec l'action régénérescence de l'énergie. Ça, c'est pour les tourelles. Mais pour les balises, eh bien, elles servent à booster votre artefact. Pour activer une balise, comme d'habitude, vous dépensez des cubes d'énergie, sauf qu'ici, la portée de la balise est définie par le nombre de cubes que vous allez dépenser. Donc 3 cubes, 3 de portée. Et ces balises vont vous donner différents bonus que vous pouvez voir ici, selon l'élément avec lequel vous avez créé votre balise. Et pareil, les cubes d'énergie, ils seront bloqués tant que vous n'aurez pas fait l'action régénérescence de l'énergie. Ça peut être assez chiant. Autre action possible avec le terraformer, au lieu de bâtir des constructions, apparaître avant les autres dans l'arène, à l'endroit où vous souhaitez. Sur les zones de départ, bien sûr. Vous prenez votre artefact, vous choisissez un côté où il n'y a pas déjà un artefact, et vous le placez exactement où vous le souhaitez, dans l'orientation que vous souhaitez. Simple, efficace. Dernière action possible avec le terraformer, vous pouvez placer un cube d'énergie et le placer sur la tuile du terraformer. Là où vous dites, mais ça sert à quoi, on perd juste des cubes? Eh bien, à l'arrivée de la phase d'affrontement, chaque cube présent sur la tuile du terraformer vont pouvoir être activés. Dans le sens horaire, on va à chaque fois retirer un cube, donc je retire un cube, un autre joueur retire un cube, etc. jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et à chaque cube retiré, on fait une de ces 3 choses. Soit on redéploie 2 murs, soit on déplace de 2 cases un piège neutre ou un appareil de transport, soit on déplace notre artefact de 2 cases, et ce même à l'intérieur de l'arène, donc hors de la zone de départ. Par contre, d'un cube à un autre, on peut pas refaire 2 fois la même action, on peut pas déplacer 2 fois notre artefact, on peut pas redéployer 2 fois de murs, etc. Le terraformer, c'est le moyen de zoner l'arène, de faire en sorte soit d'empêcher les adversaires d'avancer, soit de les bloquer dans un endroit. Ça peut être assez pénible et c'est ça qu'on aime. Passons maintenant au dernier personnage de cette vidéo. Le dernier personnage de cette vidéo, c'est l'astrologue. Vous l'ajoutez à vos possibilités d'action, comme d'habitude. Et vous allez utiliser ces fameuses jolies illustrations. L'idée de l'astrologue, c'est qu'on a une pile sur le côté où on va révéler 3 de ces belles illustrations. Et ces illustrations vont pouvoir être activées. Je vais vous expliquer comment. L'astrologue va ajouter des éléments encore supplémentaires. Il s'agit des augures. Les augures sont des gemmes, mais qui sont de la couleur du joueur. Dans une partie à 2 joueurs, on va en donner 4 par joueur. À 3 joueurs, 4 par joueur. À 4 joueurs, 3 par joueur. Et révéler 3 tuiles visibles, on le fait à chaque début de phase de gestion. Donc il y en a qui pourront être recouvertes. Ces augures, donc ces petites gemmes colorées, dans l'ordre du tour, chaque joueur va en poser une autour du calendarium. Quelle que soit la tuile, ça n'a pas d'importance. Je peux la placer sur une phase de gestion, d'édification, de repos, d'affrontement, ça n'a pas d'importance. Et chaque joueur va poser une gemme, puis une autre, puis une gemme, puis une autre, jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses augures. Ces augures, elles vont pouvoir être utilisées de différentes manières. Vous pouvez les défausser à n'importe quel moment lors de la phase de repos, de préparation, d'affrontement ou d'édification, et chacune ont leur bonus. Si vous en défaussez une, donc vous l'enlevez du calendarium lors de la phase d'affrontement, vous gagnerez 2 cubes d'énergie. Si vous le faites lors de la phase de préparation, vous rajoutez cet augure dans votre pot de gemmes de courant alchimique, c'est pour ça qu'elles ont la même forme mais pas la même couleur. Si vous le faites lors d'une phase de repos, vous récupérez un addenda supplémentaire, et s'il le fait lors d'une phase d'édification, il va pouvoir déplacer un élément, appareil de transport, mur, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment quand on va faire l'action d'astrologue. Lorsque vous faites l'action d'astrologue, comme d'habitude, vous dépensez une gemme de courant alchimique. Vous dépensez 2 pièces, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déclencher une conjonction astrale. C'est un mot de fou quand même pour quelque chose de finalement assez simple. Regardez les formes très jolies, elles sont très jolies, mais vous voyez surtout qu'elles ont des liens entre elles, toujours reliés par 4 points. Eh bien, si vous le placez au-dessus du calendarium, vous remarquez que les points se rejoignent aux endroits où vous avez placé des augures. Si vous faites l'activation d'une des conjonctions qui est visible, et que ça correspond, que ce soit grâce à votre augure ou non, eh bien un effet sera déclenché. Chaque conjonction astrale a sa spécificité, il y en a qui font gagner des
des pièces et en faire perdre à d'autres. Il y en a qui retirent des jetons d'activation. Et ça, selon si oui ou non on a participé ou pas à la fameuse conjonction. Imaginons que je fasse cette conjonction qui s'appelle l'abîme du vide. Elle retire un jeton d'activation, donc en quelque sorte nos ouvriers, à chaque joueur qui n'ont pas participé en termes d'augure à la conjonction astrale. Bon, c'est pas pour toute la partie, hein, c'est juste pour la phase de gestion en cours, mais quand même ça pique. Et chaque conjonction astrale fonctionne de cette manière, c'est-à-dire ceux qui ont activé la conjonction astrale et qui y participent, ils ont un bonus, et les autres, souvent, soit ils ont rien, soit ils se font bâcher. Mais ceux qui y participent alors qu'ils n'ont pas fait l'action, c'est-à-dire qu'ils sont dans la conjonction astrale juste parce que au niveau des liens avec les lignes, eh bien ça correspond, ils vont avoir tout de même un bonus, comme ne pas perdre un jeton d'activation. De plus, en faisant l'activation, vous avez la possibilité, soit avant, soit après avoir déclenché la conjonction astrale, déplacer un de vos augures d'une case. C'est pas énorme, mais ça permet de prévoir d'autres conjonctions, ou au contraire en activer une, si on le fait avant ou après. Et ça amène encore de la variété à toutes nos parties. Mais il reste 2 épisodes, comme quoi il y a encore plein de choses à découvrir dans Artefact. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par Artefact, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la page du futur Kickstarter d'Artefact, en haut à droite et dans la description. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, moi je vous dis salut!